Depuis quand existe la voiture? Eh bien voilà une vaste question qu'on va tenter de se poser aujourd'hui. Certains l'envoient au 19e, au 18e ou même au 17e siècle. Parfois d'autres historiens l'envoient encore bien avant. En tout cas ce qu'on sait c'est que c'est au 20e siècle qu'elle commence à se démocratiser. Elle connaît une période de gloire et puis ce qu'on peut appeler une sorte de déclin. Certains diront même qu'elle est en crise existentielle aujourd'hui au 21e siècle. J'irai probablement pas jusque là. Mais en tout cas il y a de nombreuses questions à se poser sur le passé, le présent et l'avenir de la voiture. La voiture aujourd'hui est à un tournant. On en parle juste après ça. Générique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver dans cette émission La voiture en plein tournant, peut-être même en crise existentielle. Pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe aujourd'hui pour l'automobile, on va faire un petit retour en arrière avec vous, Philippe Casse. Merci de nous accueillir pour parler un petit peu de cet historique de la voiture. Alors, c'est un petit peu compliqué D'abord, je vais vous présenter, Philippe. Excusez-moi, vous êtes cofondateur notamment d'Autoworld, vous êtes un grand connaisseur de l'automobile. On en vient à nos moutons. Alors, l'automobile, j'essaie de regarder un petit peu en préparant cette émission. Je voyais différentes dates. 1770 avec le premier engin à vapeur. Je voyais un petit peu plus tard. Quand est-ce que vous fixez, vous, le début de l'automobile, Philippe? Le début de l'automobile, je le fixe 350 ans avant notre ère, quand Aristote a rêvé d'un chariot qui se mettrait en mouvement par lui-même sans devoir asservir un animal ou des hommes pour le mettre en mouvement. Aristote a inventé l'auto-mobile. Ouais. Mais à l'époque, il n'y avait pas de source d'énergie capable de mettre en mouvement ce chariot. Il a fallu attendre 2000 ans pour qu'un Belge, le père Ferdinand Verbist, en 1660, fasse, pour son illustre élève qui était le fils de l'empereur de Chine, fasse un jouet à vapeur avec un réacteur à vapeur qui soufflait la vapeur sur une roue à aube et qui entraînait le jouet. Et donc, c'est considéré par les historiens comme le premier véhicule automoteur, même si il ne pouvait pas transporter de personnes. Là, on reste dans l'invention. Alors, quand peut-on dire que la voiture est devenue un véritable objet le premier véhicule qui a transporté des personnes, voilà, c'était 1769 à Paris, à Vanves, un faubourg de Paris. Nicolas Cugnot, un Français, avait fabriqué un tricycle à 3 roues avec un moteur à vapeur basé sur la marmite de Denis Papin, ouais, qui transformait l'expansion de la vapeur en une force mécanique. Philippe, la démocratisation de la voiture, alors c'est quoi? Fin du 19e siècle on peut... Non, la démocratisation de la voiture, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est voilà, ça un petit peu qui a été le coup de boost. L'automobile à moteur thermique, à pétrole, comme on disait à l'époque, a commencé sa vie comme véhicule vendu à un marché en 1889 à Paris, mais avec des moteurs allemands de Benz et de Daimler. Et donc, l'automobile que l'on connaît aujourd'hui a démarré en 1889, mais pour donner l'exemple de la Belgique, en 1930, il n'y avait que 105 000 voitures en Belgique. 105 000. En 1939, il y avait 167 000 voitures. Ouais. Aujourd'hui, il y en a 7 millions. L'âge d'or de la voiture, c'est quand? Maintenant. Maintenant, c'est l'âge d'or de la voiture, selon vous? Il y a quand même le pic. On peut dire que dans les années 50, 60, 70, c'est l'hégémonie de la bagnole à ce moment-là, non? Mais non, pas du tout. Pas du tout. En 1964, en Belgique, quand j'ai commencé à conduire, eh bien, il y avait 1 million de véhicules, voitures plus utilitaires. Ouais, mais c'est à ce moment-là aujourd'hui, il y a 7 millions de véhicules. C'est à ce moment-là qu'on réfléchit aux infrastructures de la voiture. Non, on n'a pas changé beaucoup. C'est seulement récemment qu'on a commencé à réfléchir à l'infrastructure. L'infrastructure dans tous les pays de l'Europe continentale et même en Grande-Bretagne, l'infrastructure existait. Il y avait des tas de pays où l'infrastructure n'existait pas, comme le Japon par exemple, où il était interdit pour des raisons morales d'utiliser une charrette pour alléger le travail des personnes. Il a fallu que les Portugais, qui étaient les exploitants de commerce au Japon, sur la côte, disent on n'en a rien à foutre de cette règle. Ils ont imposé la charrette au Japon, alors que les premières roues ont existé 3400 ans avant notre ère, et que c'est à ce moment-là qu'on a mis le monde en route.
alors que l'homme est arrivé sur la Terre il y a 1 800 000 ans. Quoi. Depuis une bonne dizaine d'années, il y a cette dynamique en ville d'essayer de pousser la voiture hors des villes. Est-ce que c'est le début de la fin? Comment vous voyez ça? C'est un tournant, une crise existentielle? Pas du tout. D'abord, il n'y a pas 10 ans, il y a beaucoup plus longtemps qu'on réfléchit au mariage le plus harmonieux entre la mobilité et le citoyen. Et donc, c'est un phénomène extrêmement progressif qui est d'une complexité absolument ahurissante. Ouais. Parce que la mobilité dépend de l'endroit, de l'heure, du jour, de l'usage qu'on fait de la voiture, professionnelle ou pas professionnelle. Et l'équation mathématique de la mobilité est d'une complexité telle qu'il y a extrêmement peu de personnes qui la maîtrisent. Philippe, aujourd'hui, on sait que l'industrie de l'automobile a beaucoup de difficultés. Comment est-ce que vous analysez cette crise au regard de l'historien que vous êtes? L'industrie souffre pour le moment en Europe de la pression énorme des gens qui militent pour la voiture électrique et qui nous feront dominer par la Chine. C'est ça la crise aujourd'hui? Oui, alors qu'il n'y a que 3 pays en Europe où l'usage d'une voiture électrique et la recharge de ses batteries émet moins de CO2 que l'usage d'une voiture comparable sur le même trajet de diesel. Dans tous les autres pays d'Europe, une voiture électrique produit plus de CO2 par la recharge de ses batteries que l'usage d'une voiture diesel. Pourtant, les voitures polluent énormément. C'est ça aussi la problématique. Si aujourd'hui les voitures sont poussées hors des villes, c'est parce qu'il y a une volonté de meilleure qualité de vie pour les riverains qui vivent dans ces villes. Non, il y a un certain nombre de besoins et il y a un certain nombre de solutions pour ces besoins en question de mobilité, à la fois pour les professionnels et pour les particuliers. Le drame, c'est qu'il y a tant de gens qui ont des tas de soucis à la tête et qui n'ont pas la disponibilité intellectuelle pour se poser la question avant de se mettre en route. Est-ce que c'est nécessaire de faire ce déplacement? Si c'est nécessaire, quel est le meilleur mode? Quel est le meilleur moyen? Philippe, on voit quand même aujourd'hui un ménage bruxellois sur 2 n'a plus de voiture. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a en Belgique 7 millions de véhicules qui ont tous une raison d'être. Et ces 7 millions de véhicules sont utilisés quasi quotidiennement. Ils sont mal utilisés parce que l'information donnée par les autorités n'est pas complète et les autorités ne parviennent pas à intéresser l'utilisateur de moyens de mobilité à les utiliser de meilleure manière. Philippe, comment vous voyez l'avenir de l'automobile? Vous le voyez radieux encore? Pardon? Vous le voyez radieux, l'avenir de l'automobile? Comment vous le voyez, vous? Non, l'automobile rend des services. Il n'y a pas à voir radieux ou pas radieux l'automobile. Il y a à voir que tous les modes de transport, il y en a une kyrielle de plus en plus, tous les modes de transport sont complémentaires. Le problème, c'est qu'il faut aider les gens à faire le bon choix du bon mode au bon moment. Et merci. Ça, c'est très compliqué. Merci Philippe Casse pour vos précisions. Une transition qui mène à cette question. Le passé a-t-il sa place dans l'avenir? Eh bien, on en parle juste après ça. Comment allier le passé et l'avenir? Peut-être avec le rétrofit. On en parle tout de suite avec Sacha Fasquelle. Vous êtes ingénieur chez Monceau Automobile. Merci d'être avec nous. Le rétrofit, rappelez-nous un petit peu en quelques mots en quoi ça consiste. C'est simplement en fait le principe de convertir une voiture ou un véhicule, peu importe, qui fonctionnait en thermique et d'y mettre des batteries et un moteur et avoir un fonctionnement complètement électrique. Et c'est ce que vous faites chez Monceau Automobile. Monceau Automobile, c'est quoi votre particularité? C'est qu'on s'occupe principalement de faire des rétrofits de véhicules old-timer. Donc on est spécialisé dans des véhicules des années 60, voire 70, type Mercedes et des choses qu'on voit pas tous les jours. En quoi ça consiste ces transformations? Est-ce qu'on garde juste la carapace et qu'on change tout l'intérieur? Ça se passe comment? En fait, chez Monceau Automobile, il y a 2 types de procédures. Soit le client vient avec sa voiture existante et décide de faire une rénovation complète plus un rétrofit, ou soit Monceau s'occupe de choisir la voiture et d'effectuer la rénovation
restauration et aussi l'électrification du véhicule en ajoutant la touche Monceau, qui est principalement l'engineering au niveau du mode de conduite et de tout ce qui est électronique et électrique dans la voiture. Alors c'est des gros travaux, ça prend combien de temps par exemple de retaper une voiture comme ça pour la rendre électrique, une vieille bagnole? Pour l'instant, on est toujours en milieu de procédure, donc on a déjà quelques clients, mais on parle de 6 à 7 mois pour une électrification complète. Donc ça part du moment où il faut trouver la voiture, respecter les goûts du client en termes de conduite, en termes de ce qu'il veut pour le tableau de bord, de couture, de couleur, plein de caractéristiques. C'est ça, alors on change la totalité, on change aussi le tableau de bord qui devient un tableau de bord comme les voitures nouvelles qu'on peut voir, c'est ça aussi? Ça se rapproche. En fait, la conduite électrique, il ne faut pas énormément de choses, il ne faut pas voir énormément d'éléments sur le tableau de bord, mais il faut principalement voir la vitesse. Et c'est tout, en fait, il n'y a pas de tour minute, il y a des choses qui ont été remplacées. On n'a pas cette volonté de mettre des grands écrans partout sur le tableau de bord. On essaye de garder le côté iconique, si j'ai envie de dire, de l'époque. Et il y a simplement des pièces d'information comme le chauffage ou des choses comme ça. Et alors comment ça se passe? Est-ce qu'on garde le charme? Parce que je sais que les amateurs de vieilles bagnoles, de oldtimer, ce qu'ils aiment bien, c'est le fait d'avoir le bruit de moteur, de moteur thermique. Est-ce qu'on ne perd pas justement une grande partie du charme de ces vieilles voitures en les rétrofitant? Je pense pas. Et puis le type de client visé par Monceau, c'est surtout des personnes qui aiment l'oldtimer, mais qui n'ont pas spécialement les compétences pour s'en occuper ou la personne de connaissance. Par exemple pour le garage ou juste pour l'entretien d'une voiture oldtimer, ça demande énormément de frais. Il faut être prêt à n'importe quelle panne ou des choses comme ça. Voilà, pour Monsieur Tout le Monde, je pense que c'est l'oldtimer qu'il faudrait chez Monceau. Monceau, c'est une entreprise qui est située à Hasselt, je ne me trompe pas? Oui, c'est ça. On essaie de faire un maximum en Belgique. On est spécialisé plutôt dans l'ajout des fonctionnalités électriques et électroniques, mais toute l'étape de rénovation et de traitement de la carrosserie, ça je pense qu'on la connaît assez bien en Europe. Donc on a plusieurs fournisseurs et... Où en est la loi par rapport à ça? Ces voitures qui sortent de votre entrepôt, elles sont homologuées, pardon? Dans un premier temps, on a fait homologuer ça en Hollande parce qu'il y avait encore un flou au niveau du rétrofit par rapport à la loi belge. Je sais qu'il y a un arrêté royal qui est arrivé fin 2023, alors que l'entreprise avait déjà commencé en 2020. Et la France et la Hollande avaient déjà une sorte un encadrement plus clair à ce niveau-là, même en Allemagne aussi. Et donc on a fait la solution la plus facile, ce qui était importer le véhicule en fait. Là, ce que vous faites, c'est sur des oldtimers, des très belles voitures, ça coûte assez cher. Est-ce que ça vaut la peine de le faire, par exemple, avec une petite voiture que moi je peux utiliser quand je me promène en ville? Oui, ça peut tout à fait se faire. Maintenant, c'est pas la spécificité de Monceau. Comme je le rappelle encore, il y a des kits tout faits, déjà homologués, avec des certificats de validation européens et des choses comme ça. Et financièrement, ça vaut le coup, par exemple, de se lancer, de transformer une voiture qu'on aime bien, qui est thermique, de la transformer en électrique, ça vaut le coup? Je dirais que ça coûte encore assez cher, même si le prix des batteries se démocratise et l'électronique dans les voitures, ça commence à être de plus en plus courant, pareil pour les moteurs et des choses comme ça. C'est une voiture à laquelle il faudrait avoir un attachement particulier. C'est ça, c'est plus de ce genre-là, quelque chose qu'on ne peut pas lâcher, soit un héritage ou des choses qu'on a dans la famille qu'on ne voudrait pas lâcher. Ouais, et en termes de prix, parce que c'est ça la grande question, évidemment, je suppose que c'est pas la même chose si on fait un petit rétrofit soi-même ou alors si on va chez Monceau Automobile pour une vieille Mercedes. Donnez-nous une fourchette un petit peu. Ça dépend. Si Monceau doit s'occuper de la rénovation complète en trouvant le véhicule, donc il y a un prix d'achat du véhicule, ça c'est l'option 1 en tout cas, mais l'option 2 c'est que le client amène sa voiture, donc il est déjà propriétaire et il y a un prix, là on peut parler d'un prix plus ou moins de quelque chose comme 200 000. Quelque chose comme ça pour une voiture. 200 000 euros. Pour une voiture, j'ai pas bien compris, pour une voiture neuve qu'on achète, enfin pour une voiture qu'on achète chez vous? Ou alors une voiture si on vient avec notre belle voiture et qu'on la fait rétrofiter chez vous? Ouais, le fait de venir avec sa propre voiture, ça réduit quand même pas mal les coûts. Ouais. Si le client n'est pas trop demandeur, il y a des pièces en stock et toutes des choses qui sont déjà prêtes, on peut arriver à quelque chose de 150 000 pour une voiture déjà de prestige.
à ce niveau-là. Il faut un sacré budget quand même. Merci d'être venu nous en parler, Sacha Fasquelle. Je rappelle, vous êtes ingénieur chez Monceau Automobile. Voilà une facette de la mobilité qu'on n'a pas encore souvent évoquée. La question du tournant électrique que connaît l'automobile et puis cette question de rétrofit aussi. Merci Sacha d'avoir été avec nous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette émission. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Même heure, même tram. Bonne soirée.